La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. C'est des semaines que je vous casse les oreilles avec mon projet d'écriture, que je vous parle, que je suis le programme d'écriture de l'entreprise La Bonne Mine. Puis là, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je parle à Joanie, qui est la fondatrice de La Bonne Mine, pour en savoir plus, oui, sur l'entreprise, mais sur elle, sur son parcours, sur sa vision de la littérature. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, une belle discussion avec Joanie. Joanie, bienvenue à la récré. Comment ça va? Bonjour, merci, ça va bien. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Juste pour mettre en contexte les gens, moi, je te connais parce que ça fait très longtemps que je suis La Bonne Mine sur les médias sociaux, mais c'est récent que je me suis inscrite au programme d'écriture qui a commencé en janvier dernier. Puis, j'ai comme l'impression de te connaître parce que je te vois dans les ateliers, mais en même temps, je te connais pas du tout. Donc, je me suis dit que ça serait vraiment cool d'apprendre à se connaître par le biais du podcast. Mais avant qu'on parle vraiment de La Bonne Mine, j'ai envie de savoir, c'est qui Joanie avant La Bonne Mine? Mon Dieu. Mais ça, c'est une longue conversation parce que justement, je pensais à ça. Tu me dis, on va parler de La Bonne Mine, de ton parcours. Je suis comme, OK, mon parcours, c'est très éclectique, sinueux, non linéaire, ce qui a mené à fonder La Bonne Mine. Donc, ça prendrait peut-être beaucoup de temps à en parler, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on développe une expertise pour une entreprise comme ça, c'est d'avoir eu des expériences variées. Après ça, chacun son parcours, mais tu sais, j'ai pas étudié en littérature, bac maîtrise en littérature, par exemple. J'ai étudié à la base en philosophie pour enseigner la philo au cégep. C'était ça mon but. Mais à la maîtrise en philo, dans le temps, il n'y avait pas de poste dans les cégeps, premièrement. Donc, j'ai dû me re-questionner sur ce que je voulais faire. Mais bref, on pourra aller plus en détail là, sur mon parcours, mais toute ma vingtaine, j'ai fait plein de programmes, j'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger. Et voilà, j'ai travaillé en enseignement, expériences variées qui m'ont menée en 2021 à fonder La Bonne Mine pendant mon congé de maternité en pleine pandémie mondiale, qui a été, je pense, un moment où beaucoup de gens se sont questionnés, ont redirigé leur carrière même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont... il y a beaucoup de choses qui se sont passées en ligne. Je pense que La Bonne Mine n'aurait pas pu exister ou du moins avoir autant de succès si avant la pandémie, avant que les gens soient habitués à faire des ateliers, des choses en ligne. Donc, moi, ça m'a vraiment permis d'explorer ce créneau-là. Ouais. Là, avant pandémie et congé de maternité, c'était quoi ton métier? Tu étais en enseignement, c'est ça? Oui, ben c'est ça l'affaire. C'est que j'avais pas, puis je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, dans la vingtaine avance, puis c'est pas clair encore ce qu'ils veulent faire, puis c'est stressant, là. Marianne Brisebois, ma collaboratrice, parlait dans un autre podcast, je pense, la semaine dernière, de la pression de la trentaine, tu sais. Au début vingtaine, ça va, on fait des expériences, mais là, on a l'impression, à un certain âge, qu'on doit avoir notre carrière établie, maison, enfants, etc. Mais dans le fond, j'avais pas de... Oui, j'ai travaillé en enseignement, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation, j'ai fait de la rédaction. C'est dur à répondre à cette question-là, justement, parce que j'avais pas encore trouvé ma carrière, mon X. Et c'est pendant la pandémie que j'ai pris toutes mes expériences et que ça m'a permis de créer La Bonne Mine. On dirait que là, je sais pas trop... si je vais dans le détail, mais enfin, pour résumer, c'est ça, j'ai fait bac, début de maîtrise en philo. Après ça, j'aimais pas c'est ça, l'ambiance en philo, Université de Montréal, maîtrise. Je me sentais pas à ma place, donc je me suis dit, je vais faire un certificat en rédaction. Ça aussi, tu sais pas trop où ça va te mener. Il y a des diplômes qui te mènent à une carrière très spécifique. Je sais pas, toi, on jase, là, t'as étudié en quoi? J'ai fait le bac en communication, rédaction et multimédia à Sherbrooke, qui est assez générique aussi. Ouais. Là. Qui ouvre plein de portes, mais il faut les trouver, les portes. Exact. Voilà, donc mais c'est ça, je suis reconnaissante de ce parcours-là où après la philo, là, avant, j'étais certaine que je voulais faire enseignement.
de ne pas avoir trop su exactement ce que je voulais faire, ça m'a permis de saisir les opportunités et d'avoir différentes expériences. Donc, le certificat en rédaction m'a permis de faire des rencontres super intéressantes. J'ai fait un stage d'un été au magazine Coup de pouce, par exemple. Des expériences où j'ai rédigé là. J'ai découvert cet univers-là des magazines. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus de... ben c'est ça, j'ai été rédactrice web. Mettons, ma première job vrai professionnelle, après avoir eu des stages. J'ai été auxiliaire d'enseignement à l'université aussi. Rédactrice web. J'avais pas de passion, mais c'était le fun de vivre en écrivant. C'est vraiment pas à mon compte. Là, il y a beaucoup de gens à leur compte, c'est plus... mais c'était vraiment dans une agence web. Donc, j'écris ce qu'on me dit d'écrire. C'était moins stimulant pour moi. J'ai toujours eu le désir de créer. Donc, il n'y avait pas cet aspect-là, création. La rédaction web, on écrit, mais il n'y a pas trop place à la créativité. Donc, j'ai décidé d'aller travailler à Vancouver pendant 2 ans. Alors, à la base, j'allais là pour être monitrice de langue. Et c'est là que je trouve ça intéressant de mentionner, tu sais, des fois, faire des pas en arrière ou se permettre c'est ça, d'explorer différentes choses. Parce qu'à ce moment-là, j'avais 27 ans. Tu sais, mes amis, il y en a qui étaient profs au cégep, des carrières plus stables. Ouais. Puis moi, je savais même pas encore ce que j'allais faire. Tu sais, c'est jeune maintenant, là. Tu sais, moi, je trouvais ça vieux, là. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai 27 ans maintenant. Maintenant, je trouve ça très jeune, 27 ans. Mais étant donné que je n'étais pas certaine de ce que je voulais faire avec mes diplômes, etc., et j'ai vu cette annonce-là pour être monitrice de langue à Vancouver, mais au début, je me suis dit, il me semble que je suis un peu vieille pour faire ça. Tu sais, travailler dans une école comme faire des activités, etc. Mais j'avais vraiment envie d'explorer, de vivre dans l'Ouest. Mais aussi, il y avait ma petite voix qui me disait, j'ai déjà fait les expériences de voyage. J'ai eu un visa pour l'Angleterre, l'Irlande. Donc, j'avais déjà travaillé à l'étranger, fait ces expériences-là. Mais je me suis dit, je vais y aller et je vais voir. Et ça a été l'élément déclencheur qui m'a mené à ce que je voulais vraiment faire, avec l'impression que, c'est une job, c'est un peu un pas de recul, j'ai eu des jobs professionnels, puis là, c'est plus une expérience pour les jeunes étudiants. J'étais quasiment gênée de dire, je vais être monitrice de langue à 27 ans, mais tu vois, c'est ça, je vais envoyer le message de, quand on sent qu'on a quelque chose à aller chercher, peu importe là, si on avance dans l'échelon ou on descend, l'important, c'est d'avoir une expérience qui nous fait rencontrer des gens, qui nous fait apprendre des choses. Voilà, donc, mais j'allais là-bas avec l'idée de faire le programme de scénarisation à l'INIS. Je ne sais pas si tu connais. Okay. J'avais rencontré le directeur avant de partir, donc j'étais pas mal certaine d'être acceptée parce qu'ils prennent juste 10 personnes. Fait que j'allais là aussi avec ma pile de livres sur la scénarisation, avec l'idée de commencer l'année suivante le programme. Mais le programme a été annulé l'année suivante. Donc, ça a encore une fois défait un peu mes plans. Mais j'avais rencontré... Là, je ne sais pas si je vais en trop le détail de ma vie. C'est parfait. Parce que c'est dur de répondre, c'est tellement éclectique. Mais voilà, j'ai rencontré là-bas à Vancouver un Australien avec qui j'étais en couple. Donc, ça m'a mené à aller vivre en Australie pendant 1 an et travailler dans des écoles de langue. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience en éducation dans les écoles, ce qui est essentiel pour la bonne mine. Là. On accompagne les auteurs. Donc, il ne suffit pas d'avoir un talent en écriture. Je ne pense pas que tout auteur peut accompagner d'autres auteurs, tout comme ce n'est pas tous les éditeurs qui sont capables d'écrire un livre. C'est 2 compétences reliées, évidemment, mais différentes. Donc, j'ai appris auprès des profs aussi à Vancouver dans les écoles et cette expérience-là en Australie a fait en sorte que, dans c'est ça, j'ai étudié à Montréal et quand je suis revenue au Québec, j'ai trouvé un emploi à Québec c'est vraiment la Maison de la littérature à Québec qui m'a donné toutes les opportunités, qui a été la condition de possibilité au reste. Donc, voilà, tu sais, que si des gens me demandent des fois, tu sais, comment tu as fait, justement, il n'y a pas de... J'aimerais qu'il y ait une réponse simple, j'ai fait tel programme, ensuite tel autre programme, et voilà, mais c'est pas ça la réalité, il n'y a pas de...
de parcours prédéfinis. Ben, tu sais aussi, en entrepreneuriat, ça prend tellement de... Il y a tellement de facteurs qui influencent voilà. Donc, en gros, c'est ça ma vie avant. J'ai beaucoup vécu, c'est ça, dans ma vingtaine en dehors du Québec aussi. Et ça a aussi façonné mon identité, ma personnalité. Voilà, donc je suis contente d'avoir eu toutes ces expériences-là avant et de ne pas avoir su exactement. Mais je savais qu'est-ce qui me passionnait, par contre. T'sais. La création, l'écriture, l'enseignement, donc toutes les expériences avaient un lien avec ça. Ce qui fait que j'ai pu bâtir une expertise pour après réaliser mon rêve, mon entreprise qui me permet de... Ça sonne cliché, mais c'est vraiment d'avoir créé la job de tes rêves, d'évaluer des manuscrits, d'accompagner des auteurs parce que je ne sais pas, oui, j'ai parlé un peu du DESS en édition, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de postes dans les maisons d'édition et que souvent, on va être amené à faire beaucoup de choses, tout sauf éditer des manuscrits. Et moi, c'est vraiment ça que je voulais faire. Donc, maintenant, plus l'entreprise grossit, plus je suis dans la gestion de l'entreprise, mais je continue de lire des manuscrits quand même à travers ça. Bon. Il t'a dit, c'était mon rêve. Est-ce que c'était ton rêve d'avoir une entreprise ou c'était ton rêve de travailler dans ce milieu-là? C'est quoi qui était vraiment le rêve pour toi? Bonne question. Non, c'était pas du tout mon rêve d'avoir une entreprise. Je n'ai jamais... il y a quand même des entrepreneurs dans ma famille, mais pas mon grand-père, par exemple, mais tu sais, j'ai jamais eu l'idée d'être entrepreneur avant mon congé de maternité. Pas du tout, mais c'est vraiment le monde de l'édition littéraire. Je pense que c'est un monde qui fait rêver aussi, quand on le voit à la télé, dans les films, c'est souvent représenté le monde de l'édition américain là, qui donne une perspective. La série Younger, que j'ai écoutée pendant mon congé de maternité, où on voit le monde de l'édition aux États-Unis qui est complètement différent, mais j'ai toujours été intéressée par ça. Tu sais, j'ai fait de la révision aussi linguistique, mais c'est pas ça qui m'intéresse, mais bref, tu sais, de lire les textes des autres. Et ouais, donc c'est vraiment écrire, oui. J'écris aussi, j'ai pas publié parce que justement, à la Maison de la littérature, j'ai réalisé, j'aime encore écrire, mais que ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'aspect éditorial, aider les auteurs. Donc, je me suis dirigée plus vers ça. Mais donc oui, j'ai le monde de l'édition, mais j'ai vu que la réalité était que, un peu comme prof de philo quand j'étudiais au bac, s'il n'y a pas de poste, il faut quand même varier nos options. Mais ouais, dans le fond, à la Maison de la littérature, je ne sais pas si tu connais, moi je parle de ça comme si tout le monde savait c'est quoi la Maison de la littérature, mais à Québec, c'est une bibliothèque dans une ancienne église, c'est magnifique, mais c'est aussi un lieu pour la diffusion de la littérature. Il y a des classes de maîtres avec des auteurs, des ateliers d'écriture, le cercle des auteurs de la relève auquel j'ai participé quand je suis arrivée à Québec, qui réunit 10 auteurs de tous âges, mais qui débutent dans le milieu et on se réunit une fois par mois pour commenter les textes des autres et à la fin, il y a un lancement d'un recueil et j'ai énormément appris. Mais tu vois, quand on se dit tout ce qui nous mène, j'aurais jamais habité à Québec, donc connu la Maison de la littérature si j'avais pas décidé de partir à Vancouver, être monitrice de langue, qui m'a menée en Australie, qui m'a menée à... On n'est pas obligé de faire le tour du monde là, pour atteindre nos objectifs. Ça peut se faire en restant dans notre ville, mais moi, on dirait que c'est comme ça que ça se déployait. Là. Puis depuis mon très jeune âge, j'ai fait mon premier voyage à 19 ans, où j'ai été travailler en Angleterre pour apprendre l'anglais. On dirait que moi, ça passait par partir à l'étranger pour avoir des nouvelles opportunités. Mais bref, la Maison de la littérature, oui, c'est ça où j'ai rencontré Elisabeth Barry-Lessard, qui est notre collaboratrice jeunesse, donc qui m'a aidée dès le début avec La Bonne Mine, que j'ai rencontrée là. Elle travaillait sur son premier manuscrit, elle était toute jeune, et maintenant elle vit de sa plume. Donc, tu sais, c'est beau de voir ça. Et c'est ça, depuis le début, elle est avec moi. Je pense que la clé d'une entreprise, c'est être travailleur autonome et avoir une entreprise, c'est deux choses différentes. Pour avoir une entreprise, il faut s'entourer de gens compétents et qui nous élèvent et qui nous permettent justement
d'avoir différentes expertises pour pouvoir offrir le service à un grand nombre d'auteurs. Tu sais, je prétends pas pouvoir, moi, évaluer tous les manuscrits. C'est selon nos expertises à chacune dans l'équipe de la Bonne Mine. Ouais. Et puis, je veux qu'on en parle de ces collaboratrices-là, mais avant, j'ai le goût de savoir, tu sais, là, tu me dis que la Bonne Mine a été lancée en 2021, c'est ça? Congé de maternité, pandémie. Là, je sais que probablement ça l'a facilité, entre guillemets, la transition vers l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a eu comme un déclic de OK, ben je veux vraiment avoir une liberté, donc je vais créer mon entreprise? Ça a été quoi, en fait, la réflexion qui a fait que là, tu as dit non seulement j'ai l'idée, mais je saute à pieds joints dans cette idée-là d'entreprise? C'est drôle parce que c'est ça, j'ai jamais eu ça part souvent d'une belle naïveté, là. Souvent, les entrepreneurs vont dire, ah, ben, je me suis lancée sans trop réfléchir, mais je savais, tu sais, à ce moment-là, en arrivant au Québec, j'avais travaillé au ministère de l'Éducation, au programme de langue officielle. Tu sais, c'était intéressant, mais je savais que ce serait pas ma carrière. Et après ça, je travaillais dans les écoles, dans le fond, avant de tomber enceinte et d'être et oui, il y avait une partie de moi qui est comme, est-ce que je veux retourner travailler dans les écoles, est-ce que je veux en faire une carrière? Et dans le fond, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'informations, mais j'avais aussi commencé une maîtrise en enseignement parce que je m'étais dit, je vais enseigner au secondaire et écrire, être impliquée avec la Maison de la littérature. Donc, cet équilibre-là va me rendre heureuse, je pense. J'avais pas nécessairement un désir, c'est ça, de liberté, d'être à mon compte, d'être entrepreneur, mais honnêtement, c'est difficile de se souvenir exactement pourquoi. J'ai eu énormément de temps pour penser, seule avec mon bébé qui fait des siestes sans pouvoir inviter d'amis chez moi. Et c'était vraiment le cœur de la pandémie, là, bref, donc ça a été un contexte très, très particulier. Mais je peux te parler du vrai élément déclencheur, en fait, qui a fait que j'ai eu l'idée de la Bonne Mine. J'hésitais à raconter l'anecdote, j'ai demandé conseil. Tu vois, je demande conseil pour tout, moi. Toutes mes décisions, je demande conseil à mes collaboratrices. Et dans le fond, c'est ça, quand je suis arrivée, ça fait 8 ans là, que je suis arrivée à Québec, à la Maison de la littérature, j'avais un projet d'autofiction inspiré en partie là, de mon expérience en Australie. Voilà. Et c'est ça, je participais au Cercle des auteurs. J'avais envoyé mon manuscrit à un programme de mentorat, bourse d'écriture. Tu envoies une partie c'est ça, les premiers chapitres. Et si tu es sélectionné, tu es accompagné par un auteur très expérimenté. Ça vient avec une bourse d'écriture. Donc, c'est l'occasion justement de finir mon projet parce que maintenant, j'accompagne les auteurs. Je sais, c'est dur de prendre du temps quand tu sais pas si ça va fonctionner, de prendre congé même du travail. Il y a Donc, voilà. Mais j'ai pas été sélectionnée, mais la personne à la Maison de la littérature a eu l'immense générosité de me dire de venir la rencontrer pour m'encourager. Elle m'avait dit, les juges, elle était pas obligée là, de me rencontrer. C'était juste de la bienveillance. Avait hésité entre mon manuscrit et celui d'une autre personne et que les juges étaient d'accord pour dire que mon manuscrit allait trouver son éditeur. Donc, ils voyaient beaucoup de potentiel et qu'il y avait tout ce que... et 8 ans plus tard, il n'est pas publié. Donc, mais j'ai laissé de côté je vous raconte, pour me diriger vers l'édition, mais elle m'a recommandé de faire évaluer le manuscrit, ce que maintenant, nous, on offre. Vu que je n'avais pas le programme de mentorat, pour justement m'accompagner dans terminer mon manuscrit et concrétiser plus rapidement ce projet-là que si on travaille seul là-dessus. Ce que j'ai fait, mais j'ai pas une bonne expérience. Et tu sais, des fois, on va créer un produit ou créer un service pour répondre à un besoin, offrir un différent type d'approche. J'ai reçu mon rapport de lecture et c'était premièrement le ton. Le ton extrêmement formel. Toute la Bonne Mine est basée sur offrir ce que j'aurais aimé recevoir quand j'écrivais mon manuscrit. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir un ton très formel. Il y en a beaucoup qui parlent du snobisme littéraire qui peut être un peu intimidant. Je voulais casser ça le plus possible. Je pense que ce qu'on a réussi avec la Bonne Mine, on peut être très, très professionnel et rigoureux, mais en étant décomplexé, accessible, en parlant comme on se parle, pour que tout le monde se sente
à leur place. Mais c'est ça, j'ai reçu mon rapport de lecture et ce n'était qu'une liste de choses à changer qui étaient pas bonnes dans mon manuscrit. Mais une chance que j'avais eu la rencontre avec la Maison de la littérature qui m'avait dit toutes les qualités de mon manuscrit et donc ça m'a quand même rentré dedans, démotivée, mais voilà, donc il y avait juste, c'est ça, une liste de choses à changer et à la fin, il y avait éléments positifs du manuscrit. Je m'en souviens, j'ai pas relu ça depuis 7 ans, là, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Chose positive du manuscrit, le ton mélancolique de la voix narrative. Tu vois, c'est intéressant, je ne savais pas. Je n'étais pas consciente que le ton était mélancolique, mais là, j'avais répondu à la personne qui avait évalué pour dire, tu sais, je suis un peu déstabilisée, est-ce que c'est vraiment la seule chose qui est positive ou qui est à cultiver dans mon manuscrit? Et aussi, il n'y avait pas de commentaires sur toute la deuxième partie du manuscrit, en tout cas. Et là, elle m'a dit, la deuxième partie du manuscrit, il n'y avait rien à corriger tant que ça, donc j'ai pas mis de commentaire. Premièrement, on a besoin de savoir quand ça fonctionne aussi, pas juste ce qui ne fonctionne pas. Mais elle m'avait dit, elle m'avait répondu par courriel, mais oui, honnêtement, je pense que, puis elle me vous voyait, moi, je ne vous vois pas vraiment les clients, je trouve que ça crée une distance. Vous devez tout miser sur le ton de la voix narrative parce que l'histoire, entre vous et moi, n'a rien d'exceptionnel. OK. Mais c'est drôle parce que, premièrement, l'histoire est très exceptionnelle. Je te crois. Non, mais on dit toujours, nous, aux gens dans les ateliers, aux auteurs, que l'histoire n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Ce qui va faire l'originalité et l'intérêt du manuscrit, c'est la plume, le fait que ça passe par ta sensibilité, et ça joue dans les détails. Donc, le fait de dire à un auteur que l'histoire n'a rien d'exceptionnel, premièrement, ça sert à quoi? Nous, si après avoir lu le rapport de lecture, un auteur est démotivé, au lieu d'au contraire être motivé à travailler son manuscrit, on a complètement échoué notre travail, là. Et ce, même si les commentaires sont vrais. Je ne dis pas que c'est pas vrai les choses qu'elle a soulevées, mais soulever les faiblesses d'un texte, c'est très facile. Si on veut en trouver, une fois un manuscrit accepté, il y a 6 mois de travail éditorial. Donc oui, il y a plein de petits trucs qu'on peut modifier. Mais dans une première évaluation d'un manuscrit, c'est de justement voir les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui est vraiment à modifier pour avoir une version aboutie, mais pas de repérer tous les petits défauts d'un texte. Alors voilà, mais ça, c'était il y a plusieurs années avant de fonder La Bonne Mine et j'aurais jamais pensé sur le coup. Moi, je vais créer une entreprise qui offre ce service un jour. Mais tu sais, après des années, c'est ça, à continuer à être dans la Maison de la littérature, à rencontrer des auteurs, à faire le programme d'édition. Je me suis dit, il me semble que ça serait le fun, ce genre de service-là, mais avec une toute autre approche. Et on a aussi misé là, sur les ateliers d'écriture également avec La Bonne Mine, parce que si tu n'as pas encore un manuscrit d'écrit, les ateliers peuvent allumer une étincelle, te donner des outils pour que tu te lances. Donc, c'est complémentaire comme service. Mais voilà, donc c'est en repensant à ça que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une demande et je trouve ça dommage de décourager des... Après ça, il y en a peut-être avec qui ça fonctionne, cette approche-là. Mais justement, je pense que nous, on s'adresse à d'autres, peut-être un autre créneau. Ouais. C'est tellement intéressant. Puis je suis vraiment contente que tu aies choisi de partager l'anecdote parce que ça explique probablement pourquoi j'ai autant moi-même personnellement accroché avec... d'abord, tu sais, moi, comme je t'ai dit, je te suivais sur les médias sociaux, fait que j'ai vraiment accroché à l'approche sur les médias sociaux, puis j'étais comme, ça me ressemble, mais j'arrivais pas à identifier pourquoi, mais là, je réalise que, tu sais, ce que tu es en train de faire, c'est de dire, OK, je fais exactement l'inverse de la mauvaise expérience que j'ai eue. Donc, nécessairement, les gens vont avoir une belle expérience. Puis je pense que, tu sais, en entrepreneuriat, oui, tu sais, répondre à un besoin et tout, mais offrir une expérience complète, c'est super important. Puis toi, je pense que ça a été ça qui a comme allumé cette flamme-là. Puis je trouve ça super intéressant, là. J'adore ça. Merci. Mais c'est ça, des fois...
Mais c'est ça, la bienveillance, là. C'est un mot qu'on galvaude souvent, là, il faut être bienveillant, mais je pense que ça doit partir d'un sincère désir d'aider, d'amener, tu prends un manuscrit et tu te mets dans une posture d'aider l'auteur à l'amener à son plein potentiel. Peu importe le manuscrit, peu importe le genre. Après ça, on va chercher les expertises si nous, on ne l'a pas. Mais c'est simplement ça, d'avoir pas de dire, bon, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais de dire, je veux que cet auteur-là amène le projet, qui continue, qui éventuellement, nous, on a toujours dans l'idée d'aider les gens à publier. Même s'ils sont au tout début, nos services sont toujours créés dans une perspective de éventuellement publier. Même si ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on va... il n'y a pas de formule magique pour écrire un roman, mais il y a certains codes, il y a certains trucs qui aident à avoir un roman publiable, en guillemets. Donc, ouais. Et ça, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Là, je suis hyper sensible dans la vie, je suis empathique aux autres et jamais je voudrais dire quelque chose qui va offusquer la personne. On est honnête là, dans les évaluations manuscrits, les choses à corriger, on le mentionne, mais on mentionne aussi les forces. Mais c'est ça, à la Maison de la littérature, c'est vraiment ça que j'ai trouvé, cette bienveillance-là qui m'a... Pas qui m'a étonnée, mais ça m'intimidait, là. C'est pour ça aussi, j'arrivais au club, au cercle des auteurs, à la Maison de la littérature, et j'étais très intimidée de montrer mon chapitre et de voir que des gens que je connais pas commentent devant moi. Ça, c'est assez intense comme expérience, là. Tu reçois ça, avec le non-verbal, donc ça prend énormément de délicatesse et un réel désir des autres. Et c'était la deuxième année, c'était Caroline Fouché qui coordonnait ça, qui est une autrice comédienne qui m'a aussi aidée au début de La Bonne Mine. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant, comment chaque commentaire qu'elle faisait, même si c'était une critique constructive, était motivant. Et donc, prendre le temps de le formuler, ça fait toute la différence. Donc, voilà. Ouais. Ça me fascine vraiment. Puis là, tu as lancé une Bonne Mine en 2021. Est-ce que déjà, tu avais les ateliers, l'évaluation de manuscrits, ou bien tu as commencé par l'évaluation? Comment tu as structuré ça au départ? Oui. Ça a commencé vraiment évaluation de manuscrits. Puis, au début, là, ma première année, c'était intéressant. Là, je sais pas, mais moi, je t'ai connue par Femme de tête. En fait, je savais pas que c'est toi qui avais créé ça, mais pour les entrepreneurs. Et là, je sais pas, ce podcast-là, c'est pas pour spécifiquement les entrepreneurs. Hein. Non, mais tu sais, je reçois beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est ce qui baigne autour de, là-dedans que je baigne, en fait, mais c'est pas spécifiquement pour les entrepreneurs, mais évidemment, il y a beaucoup de femmes de tête qui l'écoutent, là. Ben, dans ce cas-là, je m'adresse aux femmes de tête. Non, mais, tu sais, ma première idée, là, quand j'étais en train d'allaiter sur le divan, puis que je pensais, ah ouais, je vais créer mon entreprise, j'ai vu plus large. Je ne sais pas c'est quoi le processus des autres, mais je me suis dit justement pour maximiser mes chances et de mes expériences passées en Australie, j'avais vraiment aimé la petite école de langue qui offrait moi, je donnais des cours de français à des adultes qui voulaient aller en France. Je trouvais ça vraiment cool comme petite entreprise, mais j'avais vraiment en tête le monde de l'édition. Je n'ai pas parlé de toutes mes expériences en lien avec ça, mais j'ai fait de la lecture de manuscrits dans des maisons d'édition. J'ai baigné dans le milieu et j'ai vraiment, vraiment eu un coup de cœur. Mais je me suis dit, ça ne sera pas suffisant pour vivre de juste offrir des évaluations manuscrits. Et j'ai quand même une expertise dans l'enseignement des langues, du français langue seconde. Donc, ça va être une genre école de langue, évaluation manuscrits. Donc, au début, je voulais offrir des cours de français, des évaluations manuscrits. Et j'ai réalisé, on peut pas, si on est trop large, on est expert de rien. Pour développer une expertise, il faut se concentrer, je pense, dans le monde du service, sur un service à la fois et on développe. Donc, je me suis dit, non, je vais développer l'évaluation manuscrite, j'ai créé mon tableau, comment on va s'y prendre, parce que c'est pas juste, il y a une méthode Bonne Mine, on fait pas juste lire et commenter comme ça nous vient, il y a des sections et des éléments à regarder pour qu'après aussi, pour l'auteur, ce soit
clair et qu'il y a une certaine ligne directrice de comment modifier le manuscrit. Donc, c'était vraiment... Là, j'essaie de me souvenir. Oui, la bonne mine, c'était... Je disais évaluation de manuscrit et atelier d'écriture, mais quand j'ai lancé la bonne mine en septembre 2021, il n'y avait pas encore d'atelier de montée en tant que tel. C'était juste, il va y avoir ça éventuellement, donc vraiment évaluation. Et là, j'ai mis ça en ligne et j'attendais la première demande de devis. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Et après, on a, avec Marianne, parce que c'est intéressant aussi, Marianne Brisebois, qui est collaboratrice depuis presque le début. Tu sais, moi, j'aime donner le crédit aux gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, de femmes, en fait, qui m'ont aidé. Au début, c'était avec Elisabeth, Caroline, où elles m'ont beaucoup conseillé pour monter le service de base. Et peut-être après 2 mois, même pas, où la bonne mine était en ligne, où ça existait, Marianne m'a contactée pour savoir si je cherchais quelqu'un. À la base, non, là, tu sais, j'avais à peine quelques contrats. Mais ce qui est drôle, c'est que mon tout premier client d'évaluation manuscrit a été le tout premier lecteur de Marianne, en tout cas, qui lui a écrit. Il a écrit sur Instagram. Elle venait de sortir son premier roman, Sauf que Sam est mort. Et c'est le premier lecteur qui l'a contacté sur Instagram. Et il a demandé des conseils d'écriture. Et là, moi, j'avais un de ses manuscrits. Puis là, il y avait un autre projet, puis il a demandé des conseils sur ce projet-là. Puis il a dit « Ah, t'es vraiment bonne pour donner des conseils d'écriture, tu devrais contacter la bonne mine. » Avec là, elle m'a écrit, ce qui était très drôle, le destin. Et avec Marianne, ça a été le parfait match. Donc, je veux lui rendre hommage parce que, tu sais, c'est beaucoup plus motivant développer des choses à 2. Donc, même si la bonne mine était très petite, là, il n'y avait pas beaucoup de contrats, j'ai décidé de... pas d'investir, mais oui, tu sais, de dire, OK, on va monter comment dire? Qu'on fasse équipe ensemble et qu'on ait 2 têtes, des idées variées pour offrir des services aux auteurs. Elle avait publié son premier roman, mais elle était passée à travers tout le processus éditorial. Je pense que c'est là qu'on apprend beaucoup. Là. On apprend en écrivant notre premier jet, mais une fois qu'on publie, c'est précieux, là, ce travail-là auprès de l'éditeur pendant des mois. Donc là, on a monté le premier atelier qui s'appelait Mon premier roman. Qui existe encore, mais il a été énormément modifié, bien sûr, parce que là, on a plein d'autres ateliers, donc on a regroupé tout ça, là, qui s'appelle les bases d'un roman. En fait, tu l'as suivi. Ouais, donc, c'était le premier atelier, mais avant, c'était un peu une pêle-mêle de trucs intéressants pertinents pour écrire. Mais maintenant, tu sais, il y a une espèce de ligne directrice. Les ateliers sont complémentaires, mais tu sais, on part les bases d'un roman, trouver son idée, avoir un thème clair, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on se met à écrire et « Ah, j'avais pas pensé ». Donc, c'est pour faciliter l'inspiration, la création, mais aussi pour limiter la réécriture. Mais voilà, donc, j'ai pas tout créé les ateliers avec elle, mais le premier, ça a été avec... Voilà, donc après ça, on a créé d'autres ateliers. C'est vraiment, mais c'est concentré, évaluation manuscrit, atelier. Et c'est pour ça qu'au fil des années, on a bâti notre expertise parce qu'on fait... on est concentré là-dessus. Et bien sûr, là, des événements connexes, retraite d'écriture, voilà. Mais ça a commencé avec évaluation manuscrit. Je pense que c'est souvent comme ça que ça commence, un premier service, puis après ça, ce service-là nous fait réaliser que, OK, ben, il y a d'autres besoins complémentaires, donc on vient ajouter à ça, puis c'est normal que l'entreprise soit en évolution, puis que l'offre de service, tu parles de l'atelier qui a été complètement, ton premier atelier qui a été complètement revu, puis peut-être que maintenant, le contenu est divisé dans les différents ateliers, peu importe, ben, tu sais, je pense que c'est juste normal, puis c'est ce qui fait qu'une entreprise évolue puis va bien puis connaît du succès, là. Puis vraiment, le feedback des participants, c'est précieux, là, tu sais, je dis tout le temps, genre, on reçoit tellement de courriels de donner votre avis, mais c'est précieux, nous, on prend ça puis on modifie vraiment selon, tu sais, maintenant, avec les évaluations manuscrits, on offre une rencontre de 30 minutes environ pour parler du rapport de lecture. Juste, c'est pas grand-chose, mais pour
On parlait un peu de vive voix, apporter des précisions et une connexion, un lien qui se fait que la personne est encore plus motivée. Pour nous, c'est 1 demi-heure, mais ça fait toute la différence pour les gens. Mais ça, c'est les gens qui nous l'ont demandé, qui ont dit hey, « ça serait le fun d'avoir ça ». Puis on l'a ajouté au service. Ouais. On parlait aussi d'offrir une expérience complète. Bien là, si la demande est là pour ce type de supplément-là dans l'offre, ben, ça fait que l'expérience est encore plus complète et encore plus motivante aussi pour les auteurs par la suite. Ouais. Puis est-ce que tu as une histoire, peut-être, une histoire d'un succès d'un auteur que vous avez accompagné ou quelque chose de marquant dans l'histoire de La Bonne Mine avec un client ou une cliente? Oui. Excuse-moi, là, je regardais encore j'ai le teint orange, là, c'est vraiment à cause de la fenêtre. On disait tantôt que c'est très froid. Moi, c'est chaud, là, je me sens comme Donald Trump. Ben oui, mais c'est ça qui est le fun parce qu'au début, c'est un long processus, comme vous vous doutez sûrement, mais des fois, ça se fait quand même rapidement, mais ça varie. Mais c'est-à-dire qu'on va évaluer, je précise, on a l'évaluation sous forme de tableau, là, un tableau détaillé avec des exemples et comme quoi modifier, des suggestions, et il est possible de faire une 2e évaluation de manuscrit parce qu'il y en a qui aiment ça, avoir du feedback, être accompagné. Donc là, c'est plus vraiment comme ce que l'éditeur va faire. On prend le manuscrit qui a déjà été restructuré, il y a une très bonne base et on va mettre les notes, les commentaires en marge du texte, donc c'est plus précis, c'est plus des détails qu'on va... Bref, donc... Mais statistiquement, ceux qui ont fait ces 2 services-là, donc, nécessairement, ont plus travaillé leur manuscrit, du moins avec l'aide de feedback. Il y a quand même eu un haut pourcentage de publications parce que ça reste la minorité des clients qui vont faire une 2e évaluation. Mais bref, je m'égare. Ta question, c'était une histoire inspirante. Ben, Steve Poutré, qui a été le premier, mais il y en a vraiment plusieurs qui ont publié ou qui sont dans le processus parce que ça peut prendre jusqu'à 1 an, même plus pour le processus. Donc, la première année de La Bonne Mine, des fois, il y a des gens qui nous demandaient est-ce que vous avez aidé des auteurs à publier? Ben, la personne nous contacte, fait les ateliers ou fait recours au service, mais après, il faut qu'elle retravaille son manuscrit, il faut qu'elle l'envoie. Donc, non, la première année, il n'y en avait pas, mais là, Steve Poutré, je peux en parler, il a fait des témoignages et tout, donc sur notre site, entre autres. Il nous a envoyé son manuscrit. C'est quand même au début là, de La Bonne Mine. Et il n'est pas dans le domaine, c'est un père de famille qui est graphiste, je pense, dans ce domaine-là, donc pas du tout dans le milieu littéraire. Il nous envoie son manuscrit et comment je dis ça? La plume était exceptionnelle. On l'a tout de suite vu que il y avait une intelligence exceptionnelle, une poésie dans la plume, mais voilà, il nous l'envoyait parce qu'il y avait des choses qu'il voulait retravailler au niveau de la structure. C'est un genre très éclaté, donc il fallait quand même s'assurer qu'il y ait un fil conducteur clair pour le lecteur, plus ou moins clair. Voilà, donc on a évalué le manuscrit. Ensuite, on a donné des notes éditoriales. Puis je parlais tantôt de la motivation, de la bienveillance. Il y aurait eu possibilité de juste dire « OK, ça, c'est pas clair, ça. » Mais Steve avait besoin de motivation parce que, je sais pas là, si ton manuscrit a du potentiel, c'est tellement dur à dire. Nous-mêmes, on sait comme « Ah oui, je pense que j'ai une belle plume. » Mais père d'enfants, il était à son compte aussi, donc c'était difficile de trouver le temps et le manuscrit le replongeait dans des émotions difficiles. Donc, on s'était parlé au téléphone, ce qui n'est pas nécessairement inclus, mais quand tu vois que la personne a besoin de ça et la petite conversation téléphonique pour vraiment le motiver, dire ton manuscrit a beaucoup de potentiel, c'est sûr que ça demande beaucoup de réécriture, c'est du temps, Donc, lui, ce dont il avait le plus besoin, en plus de certains conseils pour écrire, c'est de motivation. Donc, c'est pour ça que c'est super important de s'assurer de ne pas démotiver les auteurs, sinon le service n'a aucun sens. Donc, voilà, il a fait les 2 évaluations, il a réécrit et on lui a conseillé d'envoyer son manuscrit chez Alto parce qu'il y a aussi des fois, on ne sait pas le choix de la maison d'édition. Il y a, je pense, environ 200 maisons d'édition au Québec. Donc, de trouver le bon match, ben c'est... Après avoir écrit un super bon manuscrit, il faut absolument trouver la bonne maison d'édition. Donc, il a été sélectionné par Alto, il a publié son premier roman et il a gagné le prix du gouverneur général
il y a quelques mois, donc bourse de 25 000 et voilà le prestige qui vient avec ça. Deuxième exemple rapide, Anne-Marie Turcotte, qui est notre collaboratrice, elle avait aussi fait des ateliers, fait évaluer son manuscrit. Elle a fait l'atelier soumettre son manuscrit aussi, qui, on montre les exemples de lettres de présentation de Marianne, comment choisir ma maison d'édition et tout ça. Donc, on essaie d'accompagner les auteurs à toutes les étapes. On peut même réviser les lettres de présentation et les résumer parce que oui, ça fait une différence. Donc, elle avait une maîtrise en création littéraire, mais elle sentait quand même le besoin d'avoir des trucs concrets liés au monde de l'édition québécoise. Donc, je trouve ça intéressant de voir. Au début, c'était relativement nouveau, la bonne mine. Fait que, des fois, je voyais, elle m'avait écrit comment elle a une maîtrise en création littéraire, puis elle va suivre nos ateliers, à quel point elle va apprendre quelque chose. Mais elle a écrit dans son témoignage qu'elle a appris des choses qu'elle n'avait jamais vues à la maîtrise, au sens où c'est très concret. On n'est pas dans tu te fais quelques ateliers, on n'est pas dans la théorie littéraire. Oui, on va parler de certains concepts pour expliquer, mais le but, c'est vraiment des outils pour écrire et non pour théoriser l'écriture. Fait qu'elle a publié son premier roman et là, on reçoit beaucoup de courriels, de plus en plus de courriels de gens qui ont été acceptés ou dans les maisons d'édition. Donc, c'est super motivant. Là, eux, ça change leur vie. Là, et, on ne s'attribue pas le mérite de leur publication, mais le fait de penser que peut-être à cause que la bonne mine existe et que ça les a motivés de se sentir accompagnés, on fait des ateliers, ça les a poussés à poursuivre ce projet-là. Ils vont devenir des auteurs publiés et avec les opportunités qui peuvent venir après ça, qu'on a contribué à ça, c'est vraiment cool. Ben, absolument, absolument. Puis, j'ai enregistré récemment un épisode de podcast. Au moment où notre discussion va être publiée, l'épisode sera publié, mais là, il ne l'est pas encore, mais où je raconte un peu, mon parcours d'écriture. Puis, évidemment, la bonne mine en fait partie. Puis, une chose que j'ai comme réalisée en cours de route, c'est que j'ai tellement de projets qui n'ont jamais abouti. Là, j'ai plein de romans là, que j'ai écrits comme la moitié, le 3/4, puis je les ai abandonnés. Puis là, non seulement j'ai été hyper outillée avec toi, avec Marianne, mais aussi, c'était comme un engagement puis une motivation de dire, là, je me suis engagée dans ce programme-là, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça, puis que je fasse pas juste le suivre de façon passive. Puis c'est ce qui fait que, ça a super bien avancé. Puis c'est la première fois que j'ai un projet qui va être à terme. Est-ce que ce sera publié? Ça, c'est vraiment une autre question. C'est ça va être plus loin, mais reste que au moment où on se parle, j'ai pas encore tout à fait terminé, mais il en reste pas beaucoup. Puis je me dis, OK, là, ça va se terminer. Chose que, je veux dire, pour vrai, j'ai une dizaine de manuscrits non terminés dans mon ordi. Là. Fait que là, je suis comme, OK, peut-être que c'était juste ça que ça me prenait finalement d'avoir cette espèce de... Puis le fait aussi que parce que là, on a parlé des ateliers, de l'évaluation de manuscrits, mais là, tu as aussi regroupé ces ateliers-là sous forme de programme. Oui. C'est ce que je suis en ce moment. Puis, tu sais, on est quoi? On est beaucoup, là, 40, 50aine? 55, oui. Mais ça, en plus, j'hésitais à accepter autant de monde. Ça, c'est une autre affaire, là, un autre sujet de... Bref, un autre sujet. Non, mais là où je vais en venir, c'est le côté, tu sais, voir c'est quoi les questions que les autres se posent, où ils en sont dans leur parcours. Puis, moi, juste ça me motivait aussi beaucoup de voir, OK, il y a des gens qui ont les mêmes défis que moi, qui se posent les mêmes questions que moi. Fait que faut pas que ça soit un frein pour moi d'arrêter d'écrire à cause de ça. Et je suis pas la seule à me poser cette question-là. Puis on a les réponses avec le programme. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis là, c'est mon petit témoignage, la portion témoignage du podcast. Mais je trouvais que, tu parlais que pour ces auteurs-là, ça peut être c'était pas une motivation, puis je l'ai expérimenté, puis je le voyais pas à quel point ça pouvait me motiver avant de commencer. Puis là, maintenant que c'est presque terminé, je suis comme, OK, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Là. Mais c'est ça, parce que c'est l'offre. Mettons qu'on parle d'ateliers d'écriture, il y a des programmes à l'université ou au cégep, certificat en création et tout. Et souvent, il y a des ateliers d'écriture dans les salles communautaires ou en ligne, mais une espèce de communauté comme ça qui est vraiment axée sur le concret.
je pense qu'il n'y a pas tant d'offres, donc ça répond vraiment à un besoin de, moi, je veux écrire, j'ai une certaine, tu sais, j'ai développé ma plume au fil des années, je lis beaucoup, mais je veux des trucs concrets pour structurer mon histoire et aller de l'avant avec ça. Tu parles que tu avais 10 projets de manuscrits. C'est intéressant parce que c'est ça. Nous, le premier atelier, là, les bases d'un roman, des fois, on veut tout de suite se plonger dans, OK, c'est quoi, comment on structure un roman, mais trouver ou choisir l'idée qu'on va exploiter, qu'elle soit claire, avoir un thème général et quelle va être l'intrigue et le personnage qui va me permettre de développer ce thème-là. Ça, je trouve qu'on ne se prend pas souvent le temps de se poser la question. Et il y en a qui ont écrit la moitié de leur manuscrit, ils suivent cet atelier-là, puis sont comme « Ah, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. » Et là, ils vont complètement modifier à la lumière de ça. Donc, tu sais, c'est motivant qu'on a confiance en notre idée, parce que c'est un beau problème, même si j'aime pas cette expression, d'avoir plein d'idées, tu sais, d'être super créatif, mais pour mener un projet à terme, ben, il faut avoir confiance que ça se tient, tu sais, qu'on a un thème qu'on veut développer avec un personnage, tu sais, puis qu'on sait, même s'il y en a qui écrivent pas avec un plan super détaillé, mais on a une idée d'où ça s'en va, de quoi on veut parler. Oui. Puis ça, c'est une chose que je mentionne justement dans l'épisode que j'ai enregistré en solo où je parle de ce parcours-là, c'est que dans cette dizaine de projets-là, j'avais tendance à avoir des personnages qui étaient très lisses, un peu faibles finalement, parce que je voulais donc bien qu'ils soient attachants. Donc, il n'y avait pas de défauts, ils étaient bien, bien gentils, il y avait plein d'amis, ça allait bien. Puis, je pense que c'est ça qui faisait qu'à un moment donné, j'étais comme, bah, je suis arrivée au bout de ce que je peux faire avec une personne qui n'a pas de défauts, là. Puis là, quand j'ai suivi les ateliers, puis que là, on a parlé justement que le personnage doit avoir ses défauts, puis qu'on doit les mettre en lumière parce que c'est ça qui va permettre de construire l'histoire. Puis là, j'ai fait « Ah, OK. » Puis tu sais, mon projet était quand même relativement avancé, mais là, j'ai comme compris comment mes personnages pouvaient être attachants. Puis maintenant, tu sais, c'est un peu... Mais je suis certaine qu'il y a probablement beaucoup d'auteurs qui vont comprendre, mais maintenant, mes personnages, je les trouve cool. J'aimerais ça être leur ami. Oui, c'est ça. On est nuancés dans la vie et les personnages doivent être ici en maillot. Quelque chose que je voulais dire au début pour motiver les gens, parce que j'imagine que ceux et celles qui vont écouter ça sont intéressés par l'écriture, mais là, on est rendu à la fin un peu, là, je sais pas quel pourcentage des gens se rendent à la fin. Mais il y a plus de chances de publier qu'on pense. Ça, je mentionne dans l'atelier Parfaire sa plume, qui est asynchrone, là, mais tu sais, les statistiques décourageantes qu'on entend, ça tient compte de tous les manuscrits qui sont envoyés et c'est la réalité est qu'il y a plusieurs premiers jets, il y a des gens qui se disent « Ah, ben je vais l'essayer », mais qui n'ont pas pris le temps de retravailler. Puis c'est pas pour critiquer leur manuscrit, mais il y a énormément qui sont envoyés aux mauvaises maisons d'édition, qui n'ont pas du tout, qui respectent pas les codes, ou tu sais, que c'est tout simplement pas publiable. Donc, il y en a énormément. Donc, dès qu'on a, je dis pas que c'est facile, là, mais qu'on a une idée, qu'on a pris le temps de travailler, qu'on a peaufiné, on a beaucoup de chances d'être sélectionné parce que les maisons d'édition cherchent des bons manuscrits aboutis et il n'y en a pas beaucoup qui sont envoyés. Il y a beaucoup de manuscrits qui sont envoyés, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont le potentiel. Donc, nous, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je suis du genre à dire comme « Oh non, j'aurais pas dû dire ça. » Mais tous les manuscrits, ben pas tous les manuscrits, mais souvent, quand je me suis dit tu sais, il y a ça à changer, mais le manuscrit, je suis pas mal certaine qu'il, comme l'a fait la Maison de la littérature m'avait dit, qu'il va trouver son éditeur. Quelques mois plus tard, j'ai un courriel qui dit que la personne là, fait que c'est pas comme tu as un très, très bon manuscrit peaufiné, abouti, mais tu as une chance sur 100 qu'il soit sélectionné. Non, tu as une bonne idée, bien développée, aboutie, j'ai pas de chiffre à te donner, mais il y a de très bonnes chances qu'il trouve son éditeur parce que c'est rare des bons manuscrits peaufiné. Tu sais, au Québec, on n'a pas des budgets infinis. Donc, le fait coup de cœur, il faut que ça fitte avec la ligne éditoriale, le genre de livre que la maison publie, mais aussi, est-ce que dans un délai raisonnable, on peut peaufiner ce manuscrit-là pour le publier? Tu sais? C'est pour ça que des fois, nous, on croit beaucoup à nos ateliers, à nos évaluations, parce que d'avoir fait ce travail-là, l'éditeur, parfois, quand il y a un coup de cœur, il va le prendre, même s'il y a beaucoup de travail à faire, mais la ligne entre « Ah, on a beaucoup aimé, il y avait du potentiel, mais
on n'a pas pu le prendre. Si tu avais retravaillé ta structure, si tu avais changé ton amorce, ça peut faire la différence entre un manuscrit accepté et refusé. Donc, voilà. Je trouve ça intéressant. J'ai une question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais c'est parce que pendant que je suivais le programme, j'en ai beaucoup parlé sur les médias sociaux. Ça a initié plein de conversations avec des gens. Puis, tout récemment, il y a une fille qui m'a écrit en me disant « J'ai l'impression que c'est plus difficile d'être publié si on n'a pas déjà un public qui nous suit sur les médias sociaux. À l'ère du web, si on a déjà un auditoire, ça va être plus facile d'être publié versus si on est, elle a utilisé l'expression, si on est un nobody, ben on a vraiment très, très peu de chance. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, super intéressant comme commentaire parce que c'est à la fois vrai et à la fois faux, dans le sens que, comme je disais, il y a énormément de maisons d'édition. Il y a certaines maisons d'édition qui sont vraiment plus commerciales, en guillemets, ou axées sur le profit, maximiser les ventes, et eux, ça va être un facteur qui va jouer en la faveur des auteurs, mais on est chanceux. Puis là, tu sais, j'ai pas accès à comment ça se passe dans toutes les maisons d'édition, mais de ce que je sais, on est chanceux au Québec dans le milieu littéraire parce que je trouve que c'est un des rares domaines, justement, où il y a une espèce d'égalité des chances. Au contraire, quasiment, ça va quasiment être un facteur favorable si tu es un nobody qui vient d'un domaine complètement pas rapport, parce que là, ça crée une curiosité, quelque chose. Si tous les auteurs avaient fait bac maîtrise en littérature, ça serait pas intéressant là, d'avoir juste un peu chacun a son vécu, mais donc, oui, c'est vrai, je pourrais pas dire que c'est faux. D'ailleurs, puis elle en parle sur ses réseaux sociaux, mais il y a une personne qu'on a accompagnée qui a fait des ateliers, qui est venue à la retraite, et il y a une maison d'édition qui l'a approchée parce que elle parlait de son roman et elle a une super belle visibilité et il était curieux de voir. T'sais, ils vont jamais te publier juste pour ça, mais il était curieux de voir, hey, on aimerait ça savoir mais ça, c'est extrêmement rare qu'une maison d'édition te contacte. Et il était, vu que c'est son premier roman, qui était même pas terminé, il était encouragé qu'elle soit accompagnée par la bonne mine aussi. C'était cool de savoir ça. Et il y a certaines maisons d'édition, quand on voit le manuscrit, qui vont demander, c'est pas t'as combien d'abonnés sur Instagram, mais demander un peu d'informations sur toi, alors que d'autres maisons d'édition, comme La Mèche, je peux la nommer parce que j'avais rencontré l'éditeur dans le cadre du DESS, puis eux, ils sont vraiment axés sur le manuscrit. On s'en fout complètement. Même, la plupart des maisons d'édition ne demandent pas ta biographie. Il y a une lettre de présentation. Ils ne savent pas. Après ça, est-ce qu'ils vont googler? Est-ce qu'ils vont voir sur Instagram? Oui, sûrement, mais après avoir eu un intérêt pour le manuscrit et non avant. On veut un bon manuscrit. Au Québec, que tu aies 10 000 abonnés, c'est pas nécessairement ça qui va faire le succès du livre. Donc, non, je dirais pas c'est sûr que si ça peut pas nuire de commencer à être plus actif sur les réseaux parce que c'est un outil de promotion peu coûteux et intéressant pour la littérature. Il y a une grosse communauté littéraire sur Instagram, c'est tellement cool. TikTok aussi, mais moi, je suis pas sur TikTok. Et donc, oui, pour certaines maisons d'édition, ça peut faire une grosse différence, mais pour d'autres, pas du tout. Même, on aime ça découvrir des auteurs qui sortent de nulle part un peu et qui, voilà, tu sais, Steve Poutré, pas nécessairement très actif sur les réseaux sociaux, entrepreneur dans un tout autre domaine. Ouais. Donc, je pense que ça peut piquer une curiosité quand le livre a été écrit. Tu sais, ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, le livre le plus grand succès sûrement de la décennie en littérature québécoise, plus de 110 000 copies vendues, une tournée mondiale, traduction et tout. Ben, l'auteur travaille dans le domaine des finances et je pense pas qu'il y avait aucune visibilité avant de publier sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est le plus grand succès littéraire des dernières années. Alors, c'est pas grave là, de ne pas avoir d'abonnés sur Instagram. Je trouve ça vraiment intéressant parce que quand la personne me dit ça, sur le coup, j'étais comme « Ah, je sais pas quoi répondre à ça parce que moi, j'ai pas passé par le processus encore des maisons d'édition, d'envoyer mon manuscrit. » Fait que j'étais comme « Ah, ben peut-être que ça sera un frein ou un levier, mais
tu sais, je savais comme pas quoi y répondre. Puis là, je t'écoute parler, puis je me dis, c'est vrai. Tu sais, oui, c'est vrai pour ceux qui ont déjà une visibilité, mais c'est vrai que le fait d'avoir une histoire intéressante à raconter parce que justement, la personne avait pas cette visibilité-là avant, puis que c'est vraiment son manuscrit à 100% qui a fait en sorte qu'il est publié, ben, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi. Fait que je pense que ça peut être rassurant pour beaucoup de gens d'entendre ça. Mais tu sais, on se mentira pas, là, en général, les vedettes, s'ils veulent publier un livre, ils vont le publier. Tu sais, quand on est vraiment une vedette, là, ça, puis encore une fois, la mèche, c'est super intéressant. Là. L'éditeur, je sais pas si, oui, j'ai le droit de dire ça. Il y avait eu justement, il nous racontait l'anecdote d'une personne très connue au Québec qui avait envoyé son manuscrit il nous a dit, tu sais, si on l'avait publié, on aurait pu travailler fort dessus, puis on en aurait vendu parce que ça aide vraiment d'avoir une vedette. Mais c'est pas ça nos critères. Nous, on a les mêmes critères pour tout le monde. Mais ils ont fait quand même beaucoup de commentaires, ce qui ne prennent pas tout le temps de faire nécessairement. Puis on dit, ben tu peux nous le renvoyer après, mais en disant, mais c'est pas garanti qu'on va l'accepter. Tu sais, tu vas passer par le même processus que tout le monde. Et là, on parle d'une vedette, là. Oui. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir que les maisons d'édition qui publient vraiment des romans, de la littérature, ben, l'outil de travail, c'est le manuscrit. Et comme je disais, c'est rare de lire là, le cliché de on lit les premières pages et après 10 pages, on le sait, mais un éditeur qui lit les manuscrits reçus et que tombe sur quelque chose qui lui fait vivre des émotions et qui a un potentiel, après ça, les abonnés de cette personne-là, c'est tellement un détail. Là. Quand tu as trouvé cette pépite-là, c'est tout ce qui compte. Là. Ouais. Je trouve ça intéressant. Je suis contente d'avoir ton input à ce sujet-là. Puis, j'ai envie de savoir, là, avant qu'on conclue, c'est quoi ta vision pour l'avenir de La Bonne Mine pour les prochaines années? Et c'est une bonne question parce que, comme je disais au tout début, je ne suis pas une entrepreneur née. Je pense que j'ai des bons instincts de ce que les gens veulent, de m'adapter à ça, de créer des services, mais de restructurer un peu parce que la demande est de plus en plus grande, donc on ne peut pas y répondre de la même manière qu'au début. T'sais, au début, on acceptait maximum 20 personnes dans les ateliers. Ce que j'aimais, je trouvais qu'on pouvait offrir, mais là, dans le programme, on est plus nombreux, mais pour pallier à ça, il y a les Q&A, il y a l'option avec accompagnement. Donc, c'est de s'adapter, c'est ça, à la demande. Mais je vois pas de changement majeur autre que, trouver un équilibre. Ça, c'est ma vie d'entrepreneur, mais tu sais, de continuer d'offrir des retraits d'écriture, des événements comme ça, mais c'est sûr que avec la demande croissante des demandes de devis, il va falloir voir comment, tu sais, ça serait peut-être de trouver plus d'engagés, je dis pas engagés parce que c'est des collaborateurs, c'est pas des employés, mais ouais, je sais pas trop, c'est de continuer de suivre la vague, tu vois, le programme, tu sais, c'est nouveau, c'est une manière d'accompagner différemment les auteurs de manière plus soutenue. Donc, de voir comment le programme va se transformer au fil des années, de toujours peaufiner la structure pour accompagner le plus d'auteurs possible. Puis, je conclue avec une question pour tout le monde qui n'est pas du tout en lien avec l'écriture ou l'entrepreneuriat, mais qui est une question que j'aime tellement. Si tu avais à babysitter la Joanie de 7-8 ans, qu'est-ce que vous feriez de votre journée ensemble? Oh my God, c'est cute. En plus, tu sais, là, j'ai ma fille qui a 4 ans, fait que je m'imagine, tu sais, qu'est-ce qu'on ferait ensemble? Oh my God, de 7-8 ans. Tu sais, c'est drôle parce que moi, j'avais déjà cet intérêt-là pour, là, je vais répondre en lien avec la littérature, mais, tu sais, j'en ai pas parlé, mais, tu sais, c'est la littérature, oui, mais le storytelling. Et tu sais, toute forme de fiction nourrit ça. Fait tu sais, à 7-8 ans, là, peut-être pas aller voir une conférence d'auteur, mais aller au cinéma, puis après ça, aller prendre une crème glacée, même si maintenant je peux plus prendre de produits laitiers. Donc, j'en profiterai avec la moi de 7 ans et de parler, tu sais, c'était pas nécessairement présent dans ma famille, tu sais, j'étais un peu le mouton noir, donc de nourrir cette étincelle-là, puis de parler du film et voilà, je pense que ce serait une petite activité que je ferais
avec la moins de 7 ans. Oh, c'est beau, je trouve. J'aime beaucoup cette question-là. Merci beaucoup, Joanie, d'être venue jaser avec moi sur le podcast. Merci à toi. On se voit dans le cadre du programme. Bye bye.